Salut Jean-Michel. Salut Pierre-Yves. Je voudrais quand même te présenter en quelques mots, même si, parce que nous on se connaît depuis maintenant 30 ans. On a eu l'occasion de faire de la radio ensemble il y a pas mal d'années. Comment te présenter en quelques mots, parce qu'on va revenir tout au long de notre discussion sur certains épisodes de ta carrière professionnelle, ou de tes aventures. Tu es documentariste, tu es réalisateur. Tu as été responsable de rédaction et conseiller éditorial pour différentes émissions, surtout de télévision, dans les années 90 ou 2000. Mais auparavant, tu as travaillé avec Coluche. Tu étais quelqu'un de très proche, tu as été son secrétaire, tu as été quelqu'un qui a compté dans toutes les aventures politiques, artistiques de Coluche, et tu as été secrétaire général, puis président des Restos du Cœur, restos que tu as présidé à la mort de Coluche. Coluche reste aujourd'hui un personnage référence chez les Gilets jaunes, dans le mouvement actuel. Comment tu l'expliques ? Depuis, depuis 30 ou 40 ans, il y a eu pas mal de mouvements sociaux en France. Bon, il y a les deux, moi, auxquels j'ai participé, c'est-à-dire les deux qui ont été lancés par Coluche, c'est-à-dire sa campagne de 81, dans laquelle j'étais son bureau politique, ambulant, comme il disait, et puis les Restos du Cœur qu'on a fondés ensemble, voilà, et dont effectivement je suis devenu président à sa mort. C'est la première fois qu'il y a quelque chose qui tilte en moi, tu vois. Il y a eu les trucs des événements de 86, où je me rappelle, les types mettaient une sorte d'affiche de Coluche, je ne sais pas si tu te souviens du mouvement étudiant. Oui, une manifestation de 86, le mouvement étudiant. Ils avaient mis une salopette en disant « Ils sont devenus fous, réveille-toi ». Moi, à l'époque, justement, j'étais président des Restos du Cœur, et les gens du mouvement étudiant étaient venus me voir en me disant « Est-ce que tu peux faire une déclaration dans laquelle tu fais le lien entre les manifs de 86 et les Restos du Cœur ?» Ce que j'avais refusé. Parce qu'il y avait une tentative, je sentais comme une tentative de récupération d'une image qui venait de l'homme qui venait de nous quitter, et pour moi, il n'y avait pas de lien. Ensuite, tu as eu les événements, j'en oublie, il y a eu d'autres événements étudiants, mais à chaque fois, on mettait son nom. Ensuite, il y a eu les événements de 95. Bon, il y avait toujours des mouvements sociaux. En fait, en France, il y a des mouvements sociaux de façon régulière et récurrente. C'est même une des forces peut-être de notre pays, en tout cas une de ses originalités. Et ça n'a jamais tilté en moi. Et là, pour la première fois, 30 ans après, 33 ans après, je me dis, c'est les mêmes. Et pourtant, ça ne peut pas être les mêmes. Parce que ceux qui, à l'époque, avaient 25 ou 30 ans, aujourd'hui, ils sont papy-mamie, c'est des retraités. Alors peut-être que les retraités qui ont participé ou qui ont voulu voter Coluche en 81, ou des gens qui ont été bénévoles dans des Restos du Cœur 86, 80, quand moi à cette époque, peut-être que c'est des retraités qui sont sur les ronds-points. C'est possible. Mais je ne sais pas pourquoi, si je sais pas, j'y réfléchis, je me suis dit, mais pourquoi j'ai un sentiment de communion, de quelque chose. Alors j'ai un peu réfléchi, j'ai plusieurs options. Je pense que la première option, c'est que dans tous les cas, c'était l'intelligence du peuple qui se manifeste. Un mouvement populaire. Et un mouvement populaire, il n'est pas marqué politiquement finalement. C'est juste un mouvement, parce que tout d'un coup, il y a une sorte d'intelligence commune, que quelque chose se produit et quelque chose d'injuste se produit. Or, pour la première fois en 30 ans, depuis décembre 2018, novembre, j'ai le sentiment que ça résonne. J'ai le sentiment de retrouver quelque chose que j'ai connu dans le passé. J'ai même un sentiment trouble, c'est que j'ai le sentiment de voir aujourd'hui les gens que j'ai connus il y a 30 ans. Alors toi, ça c'est ton ressenti, mais selon ce que tu je peux vois faire de mieux, dans les médias, ce que tu as, les discussions que tu as eues peut-être, je ne sais pas moi, avec des gens qui ont rejoint les ronds-points et les gilets jaunes, sur cette référence coluchienne, ça concerne quel aspect du personnage de Coluche ? Est-ce que c'est
Coluche humoriste? Est-ce que c'est Coluche, le Coluche politique? Est-ce que c'est le Coluche des Restos du Cœur? C'est lequel? Ou est-ce que c'est Coluche dans son entier? Que les gens reconnaissent aujourd'hui comme une espèce d'icône? Ben, c'est comme ça, moi, que je le ressens. Non, mais c'est ni le Coluche humoriste, ni le Coluche politique. C'est le Coluche social. Parce que même dans le Coluche politique que tu trouves en 80, c'est d'abord et avant tout une démarche sociale. Donc c'est le Coluche social, c'est effectivement celui des Restos du Cœur et en même temps celui qui n'a pas peur d'appeler un chat. C'est le Coluche grossier, c'est le Coluche des gros mots, c'est le Coluche qui est éminemment une image, une incarnation du peuple de France. Donc de son aspect, le côté râleur de Coluche? Non, pas râleur, non, le côté de savoir avec son génie qu'il était propre, désigner, montrer quelque chose en quelques mots. Je veux dire, son grand génie, c'était ça. C'était la capacité à te montrer quelque chose qui était flagrant, que tout le monde ressentait sans le voir, et tout d'un coup, ça avait du sens. Alors, on va revenir sur tout ça, mais il y a eu un épisode que les gens ont peut-être oublié, et parmi ceux qui le regardent, c'est 80, c'est la campagne. Quand Coluche a cette idée, quand vous avez cette idée, les gens qui sont autour de lui, de lui proposer d'envisager une candidature à l'élection présidentielle. On a Giscard au pouvoir, on sait qu'il va y avoir un duel Giscard-Mitterrand, et cette idée, qui visiblement est une idée farce, si j'ai bien compris au départ, va se transformer parce qu'elle va être prise au sérieux, à la fois peut-être par l'équipe qui entoure Coluche, mais aussi par la population, en tout cas par certaines parties de la population, puisque Coluche va arriver jusqu'à 15% dans les sondages en décembre 80, c'est-à-dire à 6 mois des élections. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et quelle relation tu peux faire entre ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que les choses sont très très différentes? Si je fais une relation, c'est le ton des lettres que nous recevions dans notre petit QG chez lui. On avait fait notre petit QG, on était 3. Et rue Gazan, dans le 14e. Rue Gazan, dans le 14e de Paris. Bon. Et on recevait des milliers de lettres chaque semaine. Et ces lettres, ce qu'elles évoquaient, qui pourtant, la situation de 1980, elle n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, mais les gens, la typologie des gens, tels que je pouvais les imaginer en lisant les lettres, c'était pour moi les gilets jaunes aujourd'hui. C'est très bizarre de ressentir ça. Il y a aussi un autre élément, c'est que... Quel sens? Est-ce que c'est considéré des classes sociales, des catégories socio-professionnelles, ou c'est une typologie presque à caractère psychologique, psychologie sociale, c'est quoi? C'est la psychologie sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas une classe sociale, justement, c'est vraiment interclasse. Ce sont des gens de tous les milieux qui ont tous en commun le fait de se considérer exclus, insultés dans ce qu'ils sont, et surtout pas reconnus dans ce qu'ils sont. Alors s'il y a bien un truc qui frappe dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça. Ce sont des gens qui sont fédérés, rassemblés en utilisant Internet, et qui ont en commun de se dire « mais on est pris pour des cons ». Et en 1980, dans les gens qui disent « je vais voter Coluche », c'est une manifestation de dire « on en a marre d'être pris pour des cons ». Il faut bien voir ce que c'est que la situation de la France en 80. Alors on sait, en tout cas certains se souviennent, que ce moment, ces quelques mois, ça a duré assez peu de temps de pré-campagne, il y a des gens dont tu fais partie, qui sont les organisateurs, qui sont souvent d'ailleurs des artistes, des gens qui sont proches de Coluche, il y a quelques politiques qui viennent aussi se greffer là-dessus, et puis de l'autre côté, il y a en effet les électeurs potentiels, c'est-à-dire ceux qui qui reconnaissent dans les sondages, ben moi si Coluche se présente, je vais voter pour lui. Il n'y a pas, c'est ça la force de cette candidature. C'est pour ça aussi que les intellos de l'époque vont nous rejoindre et qui vont être intéressés. C'est que Coluche a conscience de la nécessité de ce qu'on appelle l'auto-organisation. C'est toute l'idée de la campagne, elle est là. C'est nous, on vous met une affiche avec un bras d'honneur et chacun met ce qu'il veut dessus en disant pourquoi il rejoint cette candidature. La candidature, c'est une boîte vide que chacun va remplir avec ses revendications. Ça, c'est l'idée de la campagne présidentielle. La seule limite que mettait Coluche, c'était refus de l'extrême droite, du racisme et de l'homophobie. C'était très clair.
Mais pour le reste, que ça soit les prolos, les petits commerçants, y compris les gens qui gueulaient parce qu'ils avaient trop d'impôts, ils avaient leur place dans cette candidature. Je pense que c'est une des raisons de son succès. Soyons précis, Jean-Michel, quel était ton rôle aux côtés de Coluche à ce moment-là? Tu rappelais tout à l'heure, il t'appelait bureau politique ambulant. J'étais son secrétaire. Ça veut dire que mon boulot, c'était laver la voiture, s'occuper des fois de nettoyer la piscine, parce qu'il avait une belle maison avec une piscine dedans, lire toute la presse, analyser tout ce qui pouvait être dit sur lui, étudier les sondages, participer à tous les rendez-vous et les débriefer ensuite avec lui. J'étais toujours là et j'avais ce rôle très multiple, te dis, et en même temps. Et lui, il tenait vachement. Je me souviens, si la bagnole, à l'époque, il avait une Buick crème et rouge, qui était très très belle. Mais putain, si jamais je lavais mal la bagnole, je me faisais engueuler. Mais je ne comprenais pas forcément, parce que je disais, bon, attends, moi, il me demande un boulot d'intellectuel, je vais la jouer. Tu vois. Mais non. Et ça fait partie de sa philosophie. C'est de dire, il n'y a pas de tâche subalterne. Quand on fait un truc, on doit le faire très bien, quoi qu'on fasse. Et je reconnais que ça a été pour moi une école. Voilà. Donc en même temps, j'avais la chance d'être sur un balcon où je voyais la France, j'ai envie de dire, vue de la coulisse, parce qu'ils sont tous venus le voir. Donc moi, j'ai tout vu. Tu vois, les patrons de presse, les politiques, les intellectuels, les philosophes. Donc voilà. Et puis en plus, j'avais un avis à donner, donc j'étais sollicité. Donc j'ai vu un truc magnifique. Mais en même temps, j'ai eu une leçon de vie dans laquelle... Ben voilà, je savais qu'il fallait que la bagnole soit propre. Mais des fois, ce n'était pas moi qui allais la laver, la bagnole. C'était lui. Dans cet article, mais c'est vachement important. Dans cet article du Monde oui, pardon. que j'évoquais, tu utilises l'expression Coluche était un libéral libertaire ayant une conscience de classe. Oui. Bon, on comprend ce que ça veut dire et l'importance de tous les mots qu'il y a là-dedans. Hein. Libéral, libertaire, mais ayant une conscience de classe, la troisième partie est essentielle. Mais est-ce que vous aviez tous, à ce moment-là, la même vision? L'équipe qui était autour de... Bon, alors l'équipe, on va être clair. L'équipe, on est en gros 4 acteurs principaux dans l'affaire. Il y a Coluche, évidemment. Il y a son producteur, Paul Lederman, qui va jouer un rôle essentiel. Il y a Romain Goupil, qui va arriver avec l'idée. C'est lui qui va titiller Coluche pour ça. Romain Goupil, il est cinéaste. Ouais. Il est à l'époque, c'est un ancien gauchiste, on va dire c'est un ancien de la Ligue. De la Ligue communiste. C'est un trotskiste. Qui aujourd'hui est plutôt macronien, on va dire. Chacun a son chemin, en même temps, on ne va pas stigmatiser les gens. Le quatrième Le quatrième... il y a beaucoup de gens, moi. J'ai dit Coluche, j'ai dit Lederman, j'ai dit Goupil. Oui. C'est moi, quatrième. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Alors, pour continuer sur cette histoire... Alors, chacun a son rôle là-dedans. Oui. Hein. Paul, c'est le Deus ex machina. Paul Lederman. C'est l'impresario de Coluche déjà. Ouais, mais l'impresario, c'est pas un mot juste. C'est le producteur. Et c'est aussi un homme qui, auprès de lui, a un rôle très important. Il a en même temps un rôle un peu paternel vis-à-vis de Coluche. Donc il est très entendu. Et en plus, bon, c'est un type très puissant, Paul. C'est un monsieur, quoi. Même si je suis fâché avec lui, c'est un homme que je respecte. Donc on va ensuite évoluer au fur et à mesure de la campagne, parce qu'il va se passer plein de choses, il va y avoir la censure, et puis il va y avoir aussi l'assassinat du régisseur de René Gorlin. Bon, on ne va pas raconter toute l'histoire. Non, on ne va pas rentrer, mais ça a joué un rôle, l'assassinat de René. Bon, vas-y. Pour revenir, Jean-Michel, sur le parallèle avec ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. C'est vrai que ça a été une farce. C'est devenu quelque chose de plus sérieux. Il y a des aspects dramatiques, tu le rappelais tout à l'heure à travers ce fait divers, on va dire. Mais il y a eu aussi la peur de la part des politiques. Il y a eu tout d'un coup une espèce de vent de panique, et tu as été, je crois, tu étais bien placé pour saisir ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a eu, à l'hiver 2018, certains observateurs l'ont vraiment souligné, peut-être pas de manière totalement complète, mais il y a eu une espèce de panique au mois de décembre, et peut-être qui continue aujourd'hui, de gens qui ont le pouvoir et qui se sont dit qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce qu'on n'est pas menacé, même presque physiquement, quoi, ou en tout cas dans notre identité, dans notre pouvoir, dans notre puissance. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Et est-ce que tu peux rappeler cette peur qui a eu lieu fin 1980? C'est difficile de faire ça. Je vois bien ce que tu veux dire. Ça me titille quand tu dis ça, parce que je sens que ton intuition, elle est certainement juste.
Bon, alors j'ai un peu de mal à mettre des mots dessus. Ce que je pourrais dire, c'est que la peur, à l'époque, elle est chez nous. Je veux dire, je suis obligé de revenir. Quand René se fait assassiner fin novembre 1980, on a les jetons. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On se dit, ça veut dire que si on fait une farce en France, le monde politique est tellement violent qu'il va assassiner quelqu'un. Et comme en plus, René était le régisseur et que moi j'étais le secrétaire, moi je ne te cache pas que personnellement, je me dis, mais ils se sont trompés. Celui qui s'occupe de politique, c'est moi. Maintenant, ça va être mon tour. Donc moi, personnellement, je vais avoir une trouille qui va durer une quinzaine de jours, qui va être assez forte. Coluche, d'ailleurs, lui, ne va pas avoir trop la trouille. Il va avoir la vista, quoi. C'est pas par hasard que c'était lui le chef, hein, comme on dit. Hein. C'était... alors, il va y avoir une peur du monde politique. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de cette Ve République, un clown ridiculise le système présidentiel, de fait. Parce qu'il faut bien voir que, finalement, si on regarde bien, l'élection du président au suffrage universel, c'est quelque chose de très récent. Ça date de 1962. Et ça a été très, très contesté. Même aujourd'hui, si on regarde la situation d'aujourd'hui, on voit bien qu'on sent dans les revendications des Gilets jaunes que beaucoup remettent en cause l'élection du président de la République au suffrage universel. Parce que ça lui donne un rôle et un pouvoir que jamais dans l'histoire, à part la monarchie, les présidents ont eu, et ça a des conséquences sur la démocratie. Donc, quelque part, c'était... De Gaulle avait fait ça en 1962, mais l'idée était encore peut-être un peu vacillante. Donc, je pense que dans le monde politique, le fait qu'il y ait quelqu'un qui, avec son nez rouge, qui fasse rire sur cette institution qu'on voulait couler dans le marbre, je ne sais pas si on peut couler dans du marbre, de la Constitution française, à mon avis, ça a fait peur. Bon, puis il y avait aussi tout simplement... Attends, j'ai pas fini. La démocratie représentative n'était pas menacée à l'époque. Et donc Coluche, c'était 15% des électeurs. Non, mais d'abord, 15%, c'est pas vrai. Ah. Non, ils sont énervés. Ensuite, tu sais ce que c'est que les pouvoirs ont des systèmes de manipulation. Or, parmi les systèmes de manipulation, il existe celui qui consiste à grossir un phénomène pour qu'il fasse plus peur. Donc la réalité, c'était entre 11 et 12%. Il y a un journal qui avait titré à 16, mais ils avaient tellement bricolé les questions qu'on aurait même pu arriver à beaucoup plus. Enfin, dans une élection où les choses vont se jouer de toute façon à 2-3%, voilà, mais l'étiage était de 11% du corps électoral, ce qui est quand même énorme. Tout à fait. Voilà. Surtout pour des gens qui n'avaient aucun programme. Enfin, si, il y avait un programme, mais pas, on va dire, qui n'était pas forcément directement adapté à la politique du moment. Enfin, voilà, il y avait surtout une philosophie plus qu'un programme. Revenons quand même sur ce mouvement des Gilets jaunes. Quelle vision tu en as? En quoi, selon toi, on se trompe finalement dans la manière de décrire? Enfin, beaucoup d'observateurs évoquent simplement un mouvement social où toi, tu dis c'est un mouvement populaire, c'est une révolte populaire et il ne faut pas y voir des choses qu'on ne peut pas voir dans un mouvement populaire. En gros, on est dans un processus révolutionnaire. Bon, bah non, tu l'as dit. Oui, moi, ce que je vois. Non, tu me dis ce que je dis, puis après. Bon, non, moi, effectivement, je dis un mouvement populaire, ça a un certain nombre de caractéristiques. La première chose, c'est que ça n'a pas de racine intellectuelle particulière. Ça ne procède pas d'un système de pensée. Donc d'une idéologie, par exemple. D'une idéologie. Ce sont des gens qui peuvent avoir des avis différents sur des milliards de choses, mais qui vont se retrouver sur un socle commun, de façon y compris interclasse. C'est-à-dire que, bon, en gros, quand même, on voit bien que c'est à peu près la classe moyenne, celle qui est juste au-dessus de ceux qui ne peuvent même pas gueuler parce que c'est trop dur pour eux. Donc une sorte de classe moyenne inférieure, mais tu as de tout. Tu as aussi bien des travailleurs, des chômeurs, des retraités, que des auto-entrepreneurs, que des mecs de PME, et ils ont tous des raisons différentes. Sauf qu'ils ont tous le sentiment qu'à un moment donné, c'est trop, et qu'on les a pris pour des cons. Et donc, c'est pour moi ce qui caractérise un mouvement populaire. Alors après, il y en a qui vont dire, oui, c'est un mouvement rouge, brun, jaune. Bon, en l'occurrence, Goupil. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. On ne peut pas caractériser un mouvement populaire. Le mouvement populaire, il existe. Après, la dynamique qui va comment dirais-je, s'enclencher par ce mouvement populaire, on ne peut pas la typer. C'est la raison pour laquelle je comprends tous ceux qui disent il y a un mouvement, on le soutient. Évidemment, quand il y a un mouvement, on le soutient. S'il y a un mouvement, ce n'est pas pour le plaisir, c'est qu'il y a quelque chose d'insupportable.
Donc de toute manière, ce qu'il faut faire face à l'insupportable, il ne faut plus supporter et il faut faire en sorte que ça ne soit plus. Donc les gens, j'ai envie de dire, ils ont raison. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont souligné, et à raison, la fraternité, la convivialité qui existe dans le milieu, on va dire, des Gilets jaunes, à la fois sur les lieux de manifestation. Évidemment, il y a des gens qui insistent sur les violences, qui sont probablement réelles, mais qui sont tout de même assez marginales par rapport à la réalité de ces rendez-vous conviviaux. Et on insiste beaucoup là-dessus quand on entend les Gilets jaunes. La violence, c'est plusieurs éléments. Il y a d'une part, on ne peut pas le nier, le fait qu'en France, la police, la hiérarchie policière, ne sait pas tellement bien gérer le maintien de l'ordre. Et qu'il y a une sorte de philosophie ancienne qui consiste à faire un maintien de l'ordre qui énerve. C'est-à-dire qu'il y a tendance à déjà poser les gens comme étant des délinquants. Tu manifestes, t'es déjà un délinquant. Voir la phrase de Macron sur ceux qui y vont, etc., procède de quelque chose de plus... Enfin, bon, voilà, ça c'est typiquement français. Mais attends, on l'a vu en 68, on l'a vu, il y a toujours eu ça. Deuxièmement, il y a le fait qu'il existe en France des groupes, il y a des groupes d'extrême droite qui, chaque fois qu'il y a un mouvement, se disent on va y aller parce que c'est pour nous le moyen d'exister. Bien sûr. Parce que sinon, ils sont obligés de faire des tireurs isolés. Voilà. Donc là, ils ont le moyen ce sont des gens qui veulent foutre en l'air la République, profondément. Bon. Et puis, il y a aussi, on ne peut pas le nier, des gens qui se disent d'extrême gauche, parce que moi, j'ai du mal à les appeler de gauche, qui considèrent que chaque fois qu'on casse un truc, ça attaque, ça met à bas le capitalisme par une sorte d'exemple. Bon, ce qui me paraît complètement délirant. Le fait c'est qu'il y a toujours, dans un mouvement populaire, à la marge ça. Mais il y a aussi le traitement par la hiérarchie policière. Moi, ce n'est pas les flics que j'attaque, c'est les ordres qu'on leur donne. Le fait sous couvert de ce qu'on appelle le principe de précaution, du genre il risque d'aller casser une vitrine, tu as des papis, des mamies, des gens qui défilent et qui prennent des gaz lacrymogènes. Putain, tu prends un gaz lacrymogène dans la figure. Ça énerve. Ça énerve. Tu as peut-être après envie de bouger. Voilà. On a évoqué la campagne de 1980. Parlons maintenant un petit peu des Restos du Cœur, le moment de la création des Restos du Cœur. Quelle relation tu fais entre les gens qui ont participé à cette aventure au départ et puis ce que l'on voit aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes? Déjà, ce qu'il faut, c'est pas facile à comprendre, mais c'est que pour Coluche, et je veux dire pour moi aussi, mais moi je compte moins dans l'histoire, la campagne présidentielle et les Restaurants du Cœur, c'est la même chose. Je me souviens, il me disait toujours, là je me présente à rien, mais tu vas voir ce que je vais leur donner. Bon, ça voulait dire beaucoup. Ça voulait dire que, autant dans la campagne présidentielle, il s'était agi de révéler à quel point l'ambiance de 1980, l'exclusion de tous ceux qui n'étaient pas dans la norme, le discours dominant aussi bien des politiques que des médias, on était dans une situation étouffante. Hein. D'abord, en plus, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de radio, pas de télé. Le seul truc à l'époque que les gens avaient, c'est qu'ils avaient la CB, tu sais. Alors, tu veux dire pas de radio privée, pas de radio oui, pas de radio privée, etc. Le mouvement des radios libres, tu as été un des leaders, enfin, en tout cas, tu as joué un rôle important dans ce mouvement, donc tu sais de quoi ça parle. Donc, il n'y a rien à l'époque, et Coluche va être le révélateur d'un retard énorme de la société française par rapport à ce qu'elle aurait pu être compte tenu de ce qu'est la France, pays occidental, démocratie, etc. Bon. Et les Restaurants du Cœur, si tu veux, c'est la même chose. C'est-à-dire à chaque fois de montrer par une action qu'on peut mieux faire. Et là, en l'occurrence, il y avait un scandale, tout simple. Pour la première fois, aujourd'hui, à l'époque, on ne comprenait pas, on se disait, tiens, il y a une crise. Et Coluche, quand on a créé les restos, on s'est dit, il y a une crise. Au fond, non, c'était beaucoup plus profond que ça. C'était la restructuration mondiale de l'industrie, enfin, l'adaptation de la France à la globalisation, qui faisait que tu avais des gens qui en étaient les premières victimes, qui tombaient du filet du chômage, et il y avait des gens qui ne pouvaient plus bouffer à leur faim. Je me souviens d'ailleurs du jour où, le premier jour on ouvre les Restos du Cœur, un type qui arrive et qui dit « J'ai un métier, mais j'ai pas de travail ». C'était la première fois qu'on voyait cette chose-là.
Je me suis un peu barré, il faut que je me retrouve. En tout cas, je vois déjà la relation avec ce qui se passe aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire le problème de la précarité, c'était le début de la précarité, ou présenté comme telle dans la... Exactement. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on touche du doigt la précarité des gens qui tombent, Voilà. En France, tout d'un coup, des gens tombaient. Donc, l'idée de Coluche, elle est simple. C'est de dire, il y a des gens qui ont faim, on est dans le pays de la bouffe, c'est pas acceptable. Alors, sa première fois qu'il m'en parle, c'est me dit, dis donc, tu te rends compte, là j'ai 300 briques à payer, parce qu'il payait un tiers provisionnel, mais ça que j'ai raconté 1000 fois, mais bon, je le raconte. Il payait un tiers provisionnel de 3 millions de francs. Et il me dit, tu te rends compte, si tous les mecs qui, comme moi, sont blindés, s'y mettent, on peut régler le problème en 2 coups les gros. J'aime bien cette vieille expression. Et bon, en fait, ça va être quand même beaucoup plus compliqué que ça. Mais cette prise de conscience, elle est là. C'est que tout d'un coup, il existe des formes de la pauvreté que l'évolution du système n'a pas pu anticiper, et il y a des mecs qui en tombent. Ensuite, deuxième idée, c'est que pour la régulation des cours, l'Europe stockait des millions de tonnes de vivres dans les frigos. C'était des millions de tonnes, aussi bien de beurre, de céréales que de viande. Donc quand Coluche va dire à la radio, parce que c'est très important, les Restos du Cœur sont un mouvement qui va naître par la radio. Les Gilets jaunes sont un mouvement qui va naître par l'Internet, qui sont 2 médias qui sont quand même, finalement, si on y pense, des médias de proximité. Hein. Alors, l'Internet, c'est un média horizontal, la radio, c'est un média vertical, mais il y a quelque chose de très proche. Donc, quand il va dire à la radio, il y a des mecs qui ne mangent pas, alors qu'il y a des millions de tonnes stockées, il faut qu'on s'en occupe. Sa première annonce, c'est de dire, s'il y a des types qui, dans les villes, qui ont des restos, qui pourraient faire une journée gratuite, etc., etc., mais immédiatement, les gens vont l'entendre. Et qui va l'entendre? C'est une réalité qui saute à la figure. C'est une réalité qui saute à la figure, effectivement, comme la réalité des gens à qui on demandait d'aller payer leur carburant très cher, alors qu'ils avaient 100 bornes à faire tous les jours pour aller bosser. Tout d'un coup, c'est des trucs, c'est pas possible. Tu te dis, on me prend pour un con. Et donc, quand il fait cet appel, les gens vont l'entendre immédiatement. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on va construire. Donc, là, j'ai perdu mon idée, excuse-moi. Peut-être que l'idée seconde, c'est la solidarité qui va être évidemment dans l'action de Coluche, dans votre action, mais qui va être entendue aussi parce que les gens à qui vous vous adressez, ils ont envie de partager. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, merci de m'avoir ramené, c'est qu'en fait, on se rend compte que les gens qui vont entendre cet appel, c'est tout le monde. Ça va être effectivement les artistes qui vont très vite se manifester parce que les artistes savent que s'ils n'avaient pas fait la bonne rencontre au bon moment, ils seraient dans la galère. Hein. Je veux dire, par définition, c'est ce qui définit un artiste. Les gens vont l'entendre, donc tu vas aussi avoir des gens qui sont plutôt aisés, qui vont l'entendre, mais la majorité des gens qui vont l'entendre, ce sont ces classes moyennes de gens qui sont au-dessus de la pauvreté, mais que quand même, c'est pas trop facile. Et alors que ça soit un ouvrier qualifié, que ça soit un autre, alors à l'époque ça n'existait pas, que ça soit un patron de PME ou de TPE, etc., ce sont quand même des gens... Retraité, ou un retraité, des gens qui ont eu une idée, qui ont voulu vivre de leur idée, et ils se rendent compte que c'est pas loin que ça pourrait être eux. Et on va se rendre compte que ces gens-là vont être ceux qui vont tout de suite entendre. Et on va se trouver dans quelque chose qui ressemble au mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que tu vas avoir, dès le bout de 2 mois, on va avoir 8000 bénévoles, hein, et la majorité de la population française qui soutient... Oui, un élan de sympathie général. Et un élan de sympathie général qui n'a rien à voir avec les classes sociales, qui n'a rien à voir avec les castes. Bon, malheureusement, les seuls qui, au début, vont critiquer, je suis désolé, c'est les journalistes, mais parce que ce sont des gens, mais là, j'en reparlerai plus tard, ce sont des gens qui voient toujours le mal. Ils se disent, ah, il fait ça pour se faire de la pub. Comme si Coluche, à l'époque, alors qu'on était à la radio et il était une star, avait besoin de se faire de la pub. C'est aussi ce qu'on a reproché aux artistes qui le suivaient. Oui, mais bon, ça c'est plus tard. Ceux qui sont venus, on ne leur a pas reproché. C'est après sa mort, il y a eu d'autres mécanismes. Récupération. Ouais, non, pas des récupérations, mais les types se disaient, il faut que je sois sur la photo. Bon, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, parce que l'idée de Coluche, c'était ça. C'était moi qui suis à la radio.
vous allez faire un geste pour les Restos du Cœur, mais moi je vais faire la pub pour votre entreprise. On était dans un système où il appelait la société à avoir un sursaut de solidarité en échange de la réalité qui est que le fait que quand tu as une petite entreprise, tu as besoin qu'on parle de toi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de faux semblants moralistes là-dedans. Il y avait juste, ça va, il y a une situation inacceptable, on la règle, et on peut la régler. Alors certains soulignent aujourd'hui, dans le mouvement des Gilets jaunes, certains faits qui sont peut-être marginaux, mais qui sont valorisés peut-être par les médias dont on parle, c'est-à-dire le racisme de certains, le côté, les beaufs. En gros, ils ont été qualifiés un petit peu de beaufs, les Gilets jaunes, au départ. Est-ce que ça te rappelle des choses que tu as connues dans cette période, des Restos du Cœur? Ben oui. Quand j'ai été... Bon, alors donc à l'époque, on va créer les Restos du Cœur, mais lui, tu vois, on les crée en... Bon, le premier, il ouvre donc le 21 décembre 85 à Gennevilliers, dans la banlieue parisienne. Lui, il va mourir le 19 juin 86. On va fermer le 21 juin. Donc, et après, je reprends. Et je reprends parce que c'était un peu une sorte d'évidence. On avait créé ensemble. Bon, ben, voilà. Et mon but, c'était de le reconstruire. Parce que plus personne n'y croyait. À partir du moment où le mouvement avait été décapité, comment, bon, voilà. Donc, on va le reconstruire. Et ce qui m'a frappé, c'était que les gens, les bénévoles, bah, c'était pas des gens qui étaient forcément dans nos idées. Hein. La question, c'est, au fond, c'est ça que je voudrais essayer de dire, c'est que c'est pas parce que les gens ont parfois des réflexes qui sont culturels, on ne sait pas d'où ça vient, qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas le sens de la fraternité. Je pense que la fraternité, c'est quelque chose qui grandit indépendamment de toute formation, quelle qu'elle soit. Et que c'est une question de situation. Et de moments, il y a des situations on est moins fraternel que d'autres. Qui sont des situations de fraternité. Et il ne faut pas demander à ce moment-là aux gens qui ils sont, d'où ils viennent. Y compris s'ils ont des idées qu'on n'aime pas. Ça peut choquer ce que je dis. Je voudrais qu'on parle un petit peu du rôle des médias actuellement. Les médias qui sont de plus en plus critiqués, en tout cas ouvertement, et les journalistes sont critiqués dans leur travail, et en l'occurrence à l'occasion de ce mouvement, sur la manière dont ils le traitent, la manière dont ils éditorialisent sur le sujet. C'est une espèce d'opprobre générale qui est aussi importante qu'à l'égard des politiques aujourd'hui, celle qui a lieu du côté de la critique des médias. J'ai l'impression, à te connaître et à discuter avec toi, que ça ne te surprend pas du tout et que ça te paraît plutôt dans la logique des choses, quoi. Par rapport à l'évolution probable des médias que tu as connus ces dernières années. Bah, bizarrement, moi, je trouve que les médias, depuis une quinzaine d'années, ils ont fait des progrès, des gros progrès. Ils sont analysés eux-mêmes à quel point ils étaient partis dans une sorte de spectacle permanent. Alors, bon, ce qu'il faut... Parce que les médias, donc quoi on parle? On parle des médias, on parle des journalistes, et en plus, dans les médias, on est obligé de faire des différences. Bien sûr. Les médias, les chaînes d'information continue, elles ont des obligations capitalistiques qui font qu'elles ont un certain type de comportement. Bon, le service public, il a d'autres obligations. Oui, mais par contre, la colère... Et les journalistes sont pris entre la contradiction de faire bien leur boulot et de ne pas se faire virer, de se faire sanctionner par leur rédac-chef. C'est vrai que là, il y a différence. Donc, attends, on est obligé de voir les choses dans leur réalité. La colère des citoyens, la colère des spectateurs, etc., elle est générale par rapport aux médias. Même si elle est en effet très caricaturale. Et on est bien placé, toi et moi, pour le savoir, parce qu'on a fréquenté ces milieux et on les fréquente toujours. Mais cette colère, elle est générale. Non, mais c'est là où, personnellement, en même temps, je vois le mouvement populaire et je suis ravi qu'il existe, et en même temps, je m'en dissocie. C'est-à-dire que le problème des mouvements populaires, c'est que ça va toujours dans le plus simple. Hein, quand il y a un problème, c'est les politiques, c'est tous des pourris. Et quand ensuite il y a un autre problème, c'est les médias, les journalistes sont tous des pourris. Non, mais quand les gens disent on nous prend pour des cons, quand ils le disent, oui, on les prend pour des cons. À l'égard, mais pas ceux qui croient. Qu'ils tiennent à l'égard des politiques et à l'égard des journalistes. À propos des journalistes, ils se trompent?
On les prend pas pour des cons? Mais non, les journalistes ne les prennent pas pour des cons. Les journalistes, ils ont un boulot. Aujourd'hui, le métier de journaliste est un métier paupérisé. Avant, c'était un métier où c'était quelqu'un. Aujourd'hui, on te demande d'avoir ta petite caméra, et de tout faire, et de monter, et on te donne 2 heures pour livrer ton truc, etc. C'est un métier, aujourd'hui, où les types sont corvéables, et comme on appelle ça, à merci. Donc, et qu'est-ce que font ces types-là, comme ce n'est pas tous des héros? Entre le fait de garder leur boulot et de raconter un truc, ils ne vont pas raconter de mensonges, ils vont juste aller trop vite. Ils vont juste ne pas te traiter une situation parce que de toute manière, l'économie de leur métier font qu'ils doivent livrer dans 4 heures et qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils vont aller sur Internet regarder s'il y a un mec qui a écrit un papier, ils ne vont pas faire d'enquête. Donc je veux dire, mais on ne peut pas dire c'est des salauds, on peut dire qu'ils sont dans une situation économique qui les oblige à nous donner du monde qui nous entoure une vision dénaturée. Mais de là à aller dire c'est des salauds, je peux pas. C'est une sorte de démagogisme merdeux dans lequel j'ai pas envie de rentrer. Et tu auras la même compassion à l'égard des éditorialistes qu'on voit à la télévision? Mais c'est pas pareil. Eux, les éditorialistes qu'on voit à la télévision, ils sont dans la boucle, ils sont bien. Ils bouffent dans les mêmes restos que les artistes connus, que les hommes politiques, ils se connaissent, ils s'embrassent, ils se fréquentent, que les avocats à la mode. Tout ça, c'est un petit monde. Donc on va quand même, on est entre nous, on est bien, on bouffe bien, on va au soleil ensemble. Qu'est-ce qu'on va aller se foutre sur la gueule? C'est comme ça que ça marche, on le sait. Mais une fois qu'on l'a dit, est-ce qu'on a les moyens de le changer? Il n'y a qu'un mouvement révolutionnaire qui change ces choses-là. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce qu'un mouvement révolutionnaire? C'est de la violence, c'est du sang, c'est... Voilà, hein. Rappelle-toi, c'est pareil, j'ai un peu tendance à toujours être sur l'histoire, mais rappelle-toi cette volonté de mettre la vertu au pouvoir. Qu'est-ce que ça a pu donner il y a 2 siècles? Alors il y a un terme que tu utilises parfois et qui me paraît intéressant, est-ce que tu pourrais le détailler un peu, qui est le terme d'idéologie médiatique. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de parler d'idéologie médiatique? On a tendance à penser que les journalistes, ceux que tu décrivais à l'instant, les éditorialistes, se situent dans un côté parce que c'est un réflexe de classe, on peut dire. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire que le journalisme oblige un certain nombre de contraintes qui enferment les journalistes dans cette idéologie que tu évoques. C'est un truc que j'ai repéré il y a de ça très longtemps, finalement. En gros, si tu veux, c'est un truc que j'ai repéré ça dans les années 80. Je me suis rendu compte qu'à partir en gros de 85-86, les médias avaient pris le pouvoir. Le pouvoir, le magistère de la pensée. C'est-à-dire que jusqu'à l'époque, jusqu'à ces années 80, on convoquait les médias à une conférence de presse. Je ne sais pas si tu te souviens de cette expression. Depuis lors, y compris un président de la République, j'exagère, mais y compris un ministre, etc., on ne les convoque pas. C'est eux qui décident de parler ou de ne pas parler de toi. Ça veut dire qu'il y a un jour où les politiques ont perdu la main face aux médias. Pourquoi? Parce que les médias, pour moi, étaient porteurs de ce que j'appelle l'idéologie médiatique. C'est en gros de l'idéologie du sympa. Tu vois? Nous, on connaît le sympa. Nous, on représente les gens, on sait ce qui est bien, on sait ce qui n'est pas bien, etc. Et on s'est rendu compte que les politiques couraient derrière cette idéologie de la bonne image. Et ça a créé et cette idéologie, tu la trouves partout. Tu la trouves aussi bien dans le service public que... alors, je peux te donner des exemples. Rappelle-toi, dans les campagnes présidentielles précédentes, il y avait, à un moment donné, l'obsession, c'était la dette. Donc, tu avais tous les journalistes, quand ils interrogeaient « Et comment vous le financez ?» Comme si on pouvait comparer un pays avec un ménage. Tu vois, comme si un pays qui est immortel pouvait être comparé avec un ménage qui, lui, est mortel. Et il y avait une sorte de... Il y avait l'obsession de la dette, l'obsession du raisonnable, l'obsession de... Voilà. Ensuite, tu as eu la deuxième idée qui consistait à se dire les extrêmes se touchent, c'est les mêmes, et il y a le camp du raisonnable, ce qu'on appelait le républicain, et les extrêmes. Donc on mettait dans le même sac aussi bien Mélenchon que l'extrême droite. On est en plein dedans aujourd'hui encore. Voilà, on les met dans le même sac, comme si c'était les mêmes. Alors qu'on peut avoir des critiques à porter sur l'extrême gauche, et sur évidemment sur l'extrême droite. Enfin, je dis évidemment parce que moi je ne suis pas d'extrême droite. Mais en aucun cas, on peut dire que ce sont des forces qui se ressemblent. En aucun cas. Il n'y a rien de commun.
Hein. Même toute l'histoire les différencie. Simplement, l'idéologie médiatique fait que c'est plus pratique de poser les choses en termes binaires, les raisonnables, les déraisonnables, les gentils, les méchants. Et cette idéologie qui fonctionne depuis beaucoup d'années, elle raconte le monde qui nous entoure, comme s'il se découpait en deux, d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Parce que rentrer dans quelque chose de plus complexe, dans quelque chose de plus ternaire, dans quelque chose où il y a là, ça ne se vend pas. On a peur que ça ne se vende pas, parce qu'on ne peut pas le résumer en 3 minutes. Alors est-ce que dans l'idéologie médiatique, il n'y a pas aussi la distance que les journalistes ou les médias mettent par rapport à l'information et par rapport au réel? Et est-ce que ça, tu n'as pas participé, toi par exemple, qui a conseillé les gens de Canal+, ou après Coluche, hein, après l'épisode Coluche, les gens de Canal+, des radios qui avaient du succès à l'époque, ou bien avec Delarue. Mais je n'ai pas conseillé, j'étais directeur des rédactions, monsieur. Est-ce que tu n'as pas participé à cette transformation? Ah non, il aime bien m'écraser la tête. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, il aime bien, sous prétexte que je suis plus petit que lui. Tu es assez grand pour te défendre. J'ai une grande gueule, j'ai que ça, moi. Bon, ce ton de la dérision, justement, parlons-en, qui s'est attaché à l'information, surtout à l'information audiovisuelle à la télé, depuis 30 ans. Moi, je dis que tu y as participé d'une certaine manière. Bon. Est-ce que ça ne fait pas partie aujourd'hui de l'idéologie médiatique? Et est-ce que ce n'est pas en train de se transformer? Est-ce que, à travers justement le mouvement des Gilets jaunes et la manière dont les médias sont obligés aujourd'hui de le traiter et de tenir compte véritablement du réel, de gens qui étaient des invisibles et qui sont devenus des visibles, est-ce qu'on n'est pas à une étape un petit peu charnière du comportement des médias et des journalistes? Ma question est un peu longue, je le reconnais, une fois de plus. Non, mais tu me poses une question comme si j'étais une sorte de mec qui va savoir répondre à des choses... Oui, parce qu'on en a déjà parlé. Oui, on en a parlé, donc bon, je vais te donner mon avis. Il y a plusieurs éléments. Alors, le premier élément, qui pour moi est important, c'est que j'ai toujours considéré, après la mort de Coluche, donc j'étais président pendant 2 ans des Restos, etc., et j'avais comme but, en quittant les restos, j'avais pas envie de quitter le fait de se dire je suis sur Terre pour essayer, comme disait mon père, essayer d'aider le monde à tourner. Tu sais, c'est une sorte de mégalomanie. Hein. Voilà, parce que pour faire ce genre de choses dans la tronche, il faut quand même être un peu malade. Bon. Et je m'étais dit, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est amener la télévision. Donc j'ai voulu rentrer dans la télé, donc c'est à ce moment-là que je rencontre Jean-Luc Delarue. On va passer 10 ans ensemble. Et mon idée dès le départ, c'est de montrer que les gens qui ne sont rien, entre guillemets, hein, qui ne sont rien, ça nous rappelle à ce qu'on peut dire Macron, sont aussi intelligents que ceux qui sont quelque chose. De ce magma de réflexion va naître quelques années plus tard, une émission que Jean-Luc va animer et qui va s'appeler « Ça se discute ». Donc de cette émission, j'étais directeur des rédactions. Et c'était l'idée selon laquelle les gens, monsieur tout le monde, madame tout le monde, a des choses intelligentes à dire. Pas seulement comme les médias les traitent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on te dit, mais on les voit, les gens. Parce que, bonjour madame, il y a un incendie, vous avez vu quelque chose? Ah bah oui, je l'ai vu sauter, puis il est mort. Bon, d'accord. Donc on prend les gens comme témoins. Mais à aucun moment, on les considère suffisamment pour les prendre dans leur intelligence, dans leur analyse des choses. C'est un mépris. Et quand on a fait Ça se discute, on est arrivé à ça. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles cette émission a du succès, c'est qu'on prenait les gens dans leur opinion, en considérant que leur opinion était aussi intelligente que celle du spécialiste et de l'expert. Bon. Là, j'ai fait cette parenthèse, mais ça me paraissait important. Donc pour moi, c'est un combat permanent. Rassembler les gens et casser ce mépris profond, parce que quand on parle de l'idéologie médiatique, pour moi, elle est basée sur le mépris. Tu sais, quand tu travailles dans une émission de télé, les mecs te disent « dis donc, il faut que tu penses à la ménagère de Romorantin ». C'est la phrase, voilà. C'est-à-dire qu'ils considèrent les gens qui regardent... C'est pas moi, hein. Attends. Et... Tu les récupères ? Non, je n'ai pas dit la ménagère. Donc, ils considèrent les gens qui regardent la télé comme moins intelligents qu'eux. Ils considèrent que eux, parce qu'ils ont fait, car certains ont fait Sciences Po, ils ont fait des études, ils ont fait 2 ans d'école de journalisme, 3 ans, tu vois, bon, puis il y en a, tu parles avec eux, aucune culture, hein, mais ils ont appris à regarder l'actualité.
ils considèrent qu'ils sont chargés de décrypter le monde devant les pauvres abrutis qui sont devant leur écran. Mais ce truc-là, ça fait aussi partie de la révolte. Il y en a marre. Ça ne marche plus aujourd'hui. Mais ça ne marche plus. Je pense qu'effectivement, dans les Gilets jaunes, c'est arrêtez de penser que vous êtes plus intelligents que nous. Merde. Bon, non, je disais que face à Internet, face aux réseaux sociaux, face à tout ce que peut véhiculer d'Internet, en même temps de très intéressant et en même temps de très nul, parce que tous les concepts démagogiques à 2 balles, il les véhicule aussi. Les médias n'ont plus de choix. Aujourd'hui, ils sont obligés de devenir la référence. Ils n'ont pas le choix. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas moral leur changement, c'est économique. Moi, j'ai le sentiment qu'en ce moment, ils sont en train d'essayer de copier les réseaux sociaux ou la philosophie des réseaux sociaux plutôt que de trouver une originalité, une singularité. Mais bon, tu as peut-être raison, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours tendance, mais c'est peut-être un tort, sur toute situation, j'ai toujours tendance à voir la résultante la plus heureuse. Mais voilà, il y a des... comme ça. On enregistre ici dans un appartement, mais il y a aussi des gens qui tournent, hein, qui sont derrière la caméra. Et Sophie, je crois que tu as des questions que tu voudrais poser à Jean-Michel. Donc on en profite. Donc si tu peux venir poser cette ou ces questions. Tu peux la poser toi, comme ça c'est mieux, non, ça va faire combien? Non, mais on essaye. En fait, moi j'ai envie de te demander, parce que je trouve ça passionnant. Et il y en a déjà une que ça intéresse. Hein. Ouais, déjà il y a une fan. Non, simplement, ça manque pas d'un Coluche aujourd'hui. Et toi, tu penses beaucoup à lui en ce moment, à Coluche? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu as envie de lui dire qu'est-ce que tu lui dis quand tu penses à lui? Bah écoute, pendant des années... Non mais reste là, si jamais il y a un truc que je dis qui ne te plaît pas, tu pourras réagir. Pendant des années, j'en rêvais quasiment... des années, j'en rêvais très 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 souvent. Là, ça s'est calmé. Ça fait 33 ans, c'est calmé. Puis bon, la vie m'a amené à vivre d'autres drames aussi, tu vois. Parce que c'était en fait... Sa mort, pour moi, c'était le premier drame gigantesque de ma vie. Donc, voilà, c'est un des hommes de ma vie, tu vois. Voilà. Donc, alors, quand on dit il manque, oui, il manque. Mais aller faire parler un mort, c'est pas très intéressant. C'est d'ailleurs pas ce que tu m'as demandé. Tu sais, il y a aussi un truc, ça peut paraître choquant ce que je vais dire, mais il y a des gens qui se trouvent dans des situations à lever des mouvements. Grâce à eux, quelque chose s'exprime. Mais ils ne sont pas forcément faits pour devenir des grands leaders. Parce que tout homme, je crois, en situation de pouvoir, tu sais, tu connais la phrase, hein, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Voilà. Aujourd'hui, ce mouvement, on dit qu'ils n'ont pas de leader. Mais c'est peut-être leur force. Leur incohérence, c'est peut-être leur force. Il y a quelque chose qui s'exprime, il y a une question profonde qui est posée au-delà des hommes politiques, qui est posée au système, et il va bien falloir que ceux qui pensent, là, les mecs qui font les études et les écoles, ils gambergent à ça. Parce que là, ça rigole pas ce qui se produit. Et je pense que c'est les prémices d'un mouvement qui est profondément révolutionnaire au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'il est ni d'un côté, ni de l'autre, c'est tout d'un coup une partie de la population qui dit « arrêtez de nous prendre pour des cons ».